Bonjour à tous et bienvenue pour notre webinaire sur le marché de l'immobilier. Alors, nous sommes déconfinés, le marché de l'immobilier est déconfiné depuis le 11 mai. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de discuter de la dynamique de ce marché en ce moment et d'essayer de répondre à vos questions, aux questions que vous vous posez dans ce contexte si particulier. Alors, aujourd'hui, je serai accompagné par des experts à la fois du crédit et à la fois du terrain, en la personne de Sandrine et Julien. Sandrine, Julien, bonjour. Sandrine, vous êtes directrice de la communication de Vous Financer. Bonjour, ravi d'être là, merci. Et Julien, vous êtes directeur d'agence de C2I à Nîmes. C'est ça, exactement. Bonjour à tous les deux et on vous remercie pour votre participation à ce beau webinaire en espérant que nous allons réussir à donner des clés et des indicateurs aux personnes qui nous regardent. Alors, la présentation, elle va se dérouler en deux grandes parties. La première, on va essayer de vous donner des éléments sur la reprise, discuter les grands chiffres aujourd'hui qu'on arrive à composer sur le marché de l'immobilier. Et ensuite, vous nous avez fait parvenir des questions et avec Sandrine, avec Julien, nous allons tenter d'y répondre le plus objectivement possible pour vous donner les bonnes clés de compréhension de ce marché. Alors, déjà, en premier temps, comment est-ce que le marché se déconfine? C'est vrai que pendant ces 2 mois de confinement, en plein cœur de cette crise sanitaire, il y a eu un coup d'arrêt assez brutal en termes de volume de transactions. On sait aujourd'hui à peu près qu'il y a eu 160 000 transactions en moins pendant les 2 mois. Est-ce qu'on va les récupérer ou pas? Telle est la question. Mais en tout cas, on sait que sur un rythme où on était extrêmement dynamique avec un marché à plus de 1 million de transactions dans l'ancien, on sait que ces 2 mois nous ont coûté au moins 160 000 transactions pour le moment. Et depuis le 11 mai, il est vrai que, et on entend beaucoup parler dans la presse, etc., quand vous disiez des choses sur le marché de l'immobilier, que les promesses de vente ont explosé, que le marché repart. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est vraiment ce pic que l'on observe en termes de volume de transactions qui ont explosé depuis le déconfinement, que l'on voit très clairement là sur ce graphique, avec un niveau qui est quasi identique à celui qu'ils connaissaient l'année dernière à la même époque. Donc, ce qui est plutôt positif et ce qui montre que les gens n'ont pas abandonné et sont allés au bout de leur projet, en tout cas des projets qui étaient prévus avant le confinement. Est-ce que, Sandrine, c'est des choses aussi que vous constatez dans les demandes de crédit? Est-ce que vous constatez aussi ce même dynamisme? Oui, tout à fait. Ce qu'on a constaté, c'est même dès l'annonce du déconfinement, donc dès la mi-avril, on a eu à nouveau beaucoup de demandes de calcul d'enveloppe, des gens qui nous ont contactés parce qu'ils souhaitaient réactiver leur projet. Donc, on a senti finalement qu'après un marché sur pause pendant un mois, l'intérêt était vraiment toujours là. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que depuis maintenant le 11 mai, on a une très forte hausse des demandes de prêts. Le marché a redémarré très rapidement dès lors que les visites ont pu reprendre, des compromis de vente ont pu être signés. Résultat, on a eu des demandes de prêts quasiment instantanément. Et là, pour la première semaine de juin, le niveau de demande de prêts est le même que la première semaine de mars et il est même supérieur à ce qu'on a connu la première semaine de juin, 2019. Donc, on a vraiment un marché qui est de nouveau très dynamique et on se réjouit. La clé, ça va être de savoir si les banques suivent et si les dossiers sont acceptés. On va en parler après. On va en parler après. Et vous, Julien, de votre côté, quels sont les retours du terrain? Est-ce que vous constatez aussi dans votre commune, au sein des agences que vous gérez, ce même dynamisme? Effectivement, je crois que le terme exact, comme le disait Sandrine, c'est vraiment une pause. Il y a eu une pause sur nous, sur 2 mois sur l'activité, mais avec une reprise très rapide, avec une planification, une anticipation de la reprise. Nous, on fait de la visite virtuelle depuis 4-5 ans dans nos structures, donc ça nous a permis vraiment d'anticiper et de faire du qualitatif dès la reprise, dès le 11 mai. Donc effectivement, pause, mais des visites, une activité qui repart, alors je dirais plus qu'à la normale, parce qu'en fait, c'est juste la compression qu'il y a eu de ces 2 mois qui fait qu'il y a eu une grosse accélération des visites, mais une belle reprise pour l'instant sur les 4 premières semaines. D'accord, mais très clair. Et c'est vrai que le printemps, c'est souvent une période où les ménages font leurs projets, anticipent, déménagent. Et c'est vrai que du coup, il y a un peu cet effet rattrapage là que l'on constate du coup dans ces chiffres généraux. Et côté prix, de ce côté-là, ce qu'on observe pour le moment,
c'est plutôt une stabilité. Les chiffres qui sont affichés sur cette carte, c'est l'évolution des prix qui est constatée sur les biens qui ont été vendus, une promesse de vente signée sur le mois de mai. Et c'est vraiment l'évolution des prix rien que sur le mois de mai. Dans ces chiffres-là, en gros, ce que l'on constate, c'est vraiment une stabilité des prix. On reste sur les niveaux qu'on a pu connaître avant le confinement. Il n'y a pas de crack, il n'y a pas de reprise fulgurante. Voilà, mais il faut prendre un peu de hauteur, évidemment, par rapport à ces chiffres, parce qu'ils témoignent de projets qui sont extrêmement avancés, qui étaient extrêmement avancés avant le confinement, qui ont été mis en pause et qui ont repris pour se contractualiser définitivement là, sur le mois de mai, au moment du déconfinement. Et donc, c'est vraiment sur le mois de juin où on va avoir des nouveaux projets, des nouvelles transactions qui vont avoir lieu, qui vont nous donner des premiers signes, en tout cas sur la direction future des prix que l'on pourra attendre dans les prochains mois. Voilà, mais en tout cas, pour le moment, une stabilité, pas de crack, pas de reprise fulgurante, et on reste sur des niveaux de prix que l'on pouvait connaître avant cette fameuse crise sanitaire. Et donc, la question qu'on a tous en tête et qu'on a envie tous de poser, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, est-ce que c'est un rattrapage ou des premiers signes d'une reprise qui est plus durable? Alors, il est clair qu'on a un effet, et on en a déjà parlé, un effet très fort en termes de rattrapage, en plus compte tenu de l'époque, du printemps, et que des familles veulent déménager, notamment avant la rentrée. Donc aujourd'hui, on est vraiment en train de vivre ça, de vivre ce rattrapage. Pour une reprise beaucoup plus durable, en fait, il faut vraiment se rapprocher des fondamentaux du marché, qui sont tous liés évidemment, mais il y en a trois. Le premier, c'est l'emploi et l'économie. Le deuxième, c'est l'accès au crédit et le comportement des banques. Et le troisième, c'est la confiance des ménages. Sur le premier pilier, qui est l'économie, pour le moment, en fait, les mesures qui ont été mises en place par l'État, par les banques centrales, ont fait leur job. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de faillites d'entreprises et il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont perdu définitivement leur emploi. Donc, la question, en fait, c'est surtout sur le futur. Qu'est-ce qui va se passer après? Aujourd'hui, il y a des pans entiers de notre économie qui sont en souffrance. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour ces entreprises demain, une fois que le chômage partiel va s'arrêter? Est-ce qu'il est certain que si des milliers de Français se retrouvent au chômage, on va avoir un impact assez fort sur le marché de l'immobilier? Côté banque, Sandrine, on échangeait pas plus tard qu'hier sur la dynamique d'octroi de crédit et vous me racontiez que vous voyez déjà des signes de durcissement des conditions d'octroi de la part des banques. Oui, ce qui est certain, c'est que les banques sont actuellement plus exigeantes, mais pour les raisons que vous avez mentionnées juste avant, c'est en raison des fondamentaux de l'économie. On avait déjà eu une première phase de durcissement depuis la fin de l'année 2019, au moment où le Haut Conseil de stabilité financière avait fait ses recommandations qui ont été strictement appliquées par les banques dès le début de l'année 2020. Ces recommandations sont simples, pas de prêts sur des durées de plus de 25 ans et un taux d'endettement limité à 33% pour la majeure partie des crédits accordés. Taux d'endettement de plus de 33%, ça exclut de fait les investisseurs qui sont souvent déjà propriétaires de leur résidence principale et qui ont déjà un crédit, mais également les ménages modestes qui souvent dans un marché où les prix sont élevés ont besoin de s'endetter davantage pour acheter une surface suffisante dans laquelle vivre. Donc on avait eu ce durcissement dès le premier trimestre, mais là il s'est aggravé, si je puis dire, en raison des taux d'usure. Donc c'est un peu compliqué, mais je vais l'expliquer de façon simple. Les taux d'usure, c'est le taux maximum auquel les emprunteurs ont le droit d'emprunter, enfin plutôt auquel la banque a le droit de prêter. Si elle prête au-delà de ce taux, elle est susceptible d'avoir des poursuites pénales. Donc les banques n'ont pas le droit de prêter à un taux plus élevé que celui-là. Et ce taux ne fait que baisser puisqu'il y a un décalage de 3 mois dans son calcul. Et comme les taux auparavant n'ont fait que baisser, on a un taux d'usure qui baisse alors que les banques commencent à remonter leur taux de crédit. Donc, on a un peu ce phénomène de ciseaux qui fait que, alors que l'année dernière, on avait plutôt des gens avec un problème d'assurance qui pouvaient être exclus du crédit, puisque le prix de l'assurance est compris dans le taux d'usure, et bien là, on a même des ménages finalement assez classiques, hein, même des couples, des beaux profils, des couples avec plus de 80 000 euros de revenus qui se voient refuser leur crédit parce que les banques ont augmenté leur taux pendant le confinement et arrivent à des taux
supérieurs au taux d'usure. Donc ça, c'est un vrai problème qui est lié vraiment à la structure du marché du crédit, aux calculs effectués par la Banque de France. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a assez peu de leviers. Et le troisième frein à la reprise du côté des banques, c'est évidemment leur politique en matière de risque. Comme vous le dites, l'économie va sûrement vers une phase de récession avec probablement une hausse du chômage. Donc, les banques anticipent cela et elles sont beaucoup plus attentives au profil de l'emprunteur, au secteur d'activité dans lequel il travaille. Mais on a d'ores et déjà des secteurs qui sont regardés d'un mauvais œil de la part des banques. Évidemment, à l'aéronautique, l'habillement, le tourisme, l'événementiel. Voilà, aujourd'hui, c'est des secteurs qui sont considérés comme plus risqués. Donc, on a évidemment des banques qui sont plus prudentes sur la qualité de l'emprunteur, mais également sur la qualité des biens financés en cas d'anticipation de baisse de prix. Et on connaît évidemment l'impact que peuvent avoir ces conditions d'octroi sur les prix. Voilà, il faut quand même se rappeler que la dernière fois où les prix, notamment même à Paris, etc., avaient baissé en France, c'était parce que les banques avaient fermé le robinet du crédit, c'était en 2011, et les prix avaient baissé pendant quelques années. Tout à fait, oui, je suis tout à fait d'accord. Alors là, sauf que la grande différence, et c'est aussi la bonne nouvelle, c'est qu'on a été dans une crise sanitaire qui pourrait se transformer en crise économique, mais on n'est pas dans une crise bancaire, pas dans une crise de liquidité. Et là, sur le mois de juin, on sent que les banques veulent prêter, qu'elles veulent rattraper le retard accumulé pendant ces 2 mois de confinement, qu'elles ont des objectifs de production de crédit élevés. Si les banques prêtent, ce n'est pas uniquement par pur philanthropisme, c'est pour capter de nouveaux clients. Et là, sur le mois de juin, elles ne veulent pas louper ce créneau du printemps de l'immobilier qui a été un petit peu décalé. Et donc, on a même des banques qui baissent à nouveau leur taux sur le mois de juin. Alors, le problème, c'est qu'elles ciblent toutes les meilleurs profils. Et c'est d'ailleurs ce qui crée une forte concurrence interbancaire sur ces profils-là et qui tire les taux à la baisse. Mais il n'empêche que quand même… Ce qui est une bonne nouvelle. Du coup, pardon, Sandrine, je vous ai coupé, mais ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les acquéreurs, finalement. Il y a vraiment, du coup, cet arbitrage côté banque entre réussir leur production de crédit annuel, qui a été en pause, en fait, pendant 2 mois, crédit à l'habitat, versus le risque lié à cette crise sanitaire et au chômage. Tout à fait. Il y a une carte à jouer sur le moment, il y a vraiment une fenêtre de tir, à un moment où l'économie est encore soutenue par l'État, où les Français ont encore confiance, ont maintenu leur projet immobilier et où les banques veulent prêter. Et vous faites un très bon lien avec le dernier pilier qui est sur la confiance des ménages, qui est le troisième pilier du marché. On ne s'endette pas, on ne rentre pas sur le marché de l'immobilier si on n'a pas confiance en l'avenir, puisque généralement on s'endette sur 20 ou 25 ans. Et donc, aujourd'hui, vous l'avez compris, il y a quand même des nuages qui portent sur les 2 premiers piliers. Et si on ne répond pas fortement, s'il n'y a pas une réponse forte pour rassurer à la fois d'un point de vue économie, emploi et autour du comportement des banques, il est vrai qu'aujourd'hui, la confiance des ménages qui est toujours là, et on le voit, ce rattrapage montre bien que les Français ont toujours confiance, elle pourrait s'éroder un petit peu et impacter évidemment le marché de l'immobilier. Voilà, donc ça c'est… on vient de clôturer, j'ai envie de dire, la première partie sur, en gros, la description du marché de l'immobilier en ce moment, ce qu'on constate en juin 2020, à 1 mois du déconfinement. Et vous avez des questions, vous, vendeurs, vous, acheteurs, vous avez des questions très pratiques sur le marché. Et c'est bien normal dans cette période d'incertitude. Et on va essayer d'y répondre avec Sandrine et Julien. Première question, elle est plus adressée pour vous, Sandrine, autour des taux. On sait que ça a été un fort moteur ces dernières années sur des taux qui étaient exceptionnellement bas, qui faisaient la une de la presse régulièrement. Est-ce que les taux vont-ils remonter dans les prochains mois ? Alors, en effet, on aurait pu croire qu'une remontée des taux pouvait subvenir, comme ça avait été le cas en 2008, en 2012, pendant ces différentes périodes de crise qu'on a connues. Mais comme je vous le disais, c'est une crise sanitaire qui devrait avoir une fin. Et aujourd'hui, les banques favorisent toujours le crédit immobilier comme moyen de conquérir des clients. Et elles ont des objectifs de conquête de clients qui font qu'elles ont cette volonté encore de prêter. Elles en ont même le besoin. En parallèle, elles en ont la possibilité grâce à la politique de la Banque centrale européenne qui maintient une politique très accommodante, qui favorise le crédit et permet aux banques d'avoir plus de liquidités. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que l'avenir reste plutôt positif.
même si le petit nuage, c'est que certaines banques ont vu leurs perspectives et leurs notations légèrement dégradées par les agences de notation. Et c'est ça qui les a conduits à remonter légèrement leurs taux pour prendre en compte ce coût du risque. Il n'empêche que là, pendant la forte période de reprise telle qu'on la connaît actuellement, la concurrence interbancaire tire à nouveau les taux vers le bas. Et finalement, entre la hausse qu'on a connue pendant le confinement, qui était de l'ordre de 0,30, 0,40, et les nouvelles baisses qu'on constate de l'ordre de 0,20, on a une hausse de taux qui n'est que de 0,10. Donc, on reste quand même dans un environnement de taux très bas. Et pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, on peut aujourd'hui facilement emprunter à 1% sur 15 ans, 1,30% sur 20 ans et 1,5% sur 25 ans, ce qui reste des taux quand même extrêmement bas et très avantageux. Donc, le conseil, mais on y reviendra, d'attendre peut-être une baisse des prix aujourd'hui. Ce qu'il faut juste se dire, c'est que les taux restent bas. On a une visibilité à court moyen terme sur des taux qui devraient le rester encore quelques mois. Donc, c'est peut-être quand même le moyen d'en profiter, le moment. Tout à fait, des conditions qui restent exceptionnelles. La deuxième question, Julien, elle est plus pour vous. C'était déjà important, évidemment, avant en termes de stratégie de commercialisation. Il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. Qu'est-ce que vous conseillez aux vendeurs en termes de fixation de prix de vente? Quelle stratégie vous conseillez? Nous, aujourd'hui, la fixation qu'on va conseiller auprès des vendeurs, c'est vraiment de rester sur une stratégie qui était la même avant le confinement. C'est de dire aujourd'hui, à partir du moment où le vendeur va mettre son bien sur un prix qu'on va appeler le prix marché, il a toutes les chances de le vendre. Alors, en fonction de l'intensité d'un marché, mais de le vendre entre une journée, 2 semaines, un mois. Donc, c'est très rapide. Et aujourd'hui, la stratégie, c'est la même. C'est de dire, monsieur le vendeur, si vous avez un bien qui a été estimé par un professionnel qui connaît votre secteur à un certain prix, mettez-le à ce prix-là, parce que c'est le prix auquel il se vendra très rapidement. Et ce que j'ai toujours tendance à dire aux vendeurs, c'est que le temps qui passe, c'est l'ennemi numéro 1 d'une vente immobilière. Plus un bien va rester sur le marché, plus ce bien va se déprécier de façon virtuelle, puisqu'il va y avoir un désintérêt de la part des acheteurs, parce que l'acheteur, dans son esprit, va se dire, si ce bien est à la vente depuis X temps, c'est qu'il a nécessairement un problème. A contrario, si le bien et si le vendeur a une stratégie pour en rester sur le prix de vente, je dirais, de baisse en escalier, ce qui n'est pas bon du tout, c'est de dire, allez, on prend un bien qui est à 300 000 euros et on va faire une baisse de prix de 5 ou 10 000 euros tous les mois, ça aussi c'est catastrophique. Parce que l'acheteur va se dire, OK, je regarde l'historique de ce bien-là, j'entends encore que le vendeur continue à baisser. Donc la stratégie, c'est de se dire, on travaille à prix marché, on vendra vite et bien et sans aucune négociation. Très clair. Sandrine, il y a beaucoup de discussions autour du chômage partiel qui impacte évidemment le pouvoir d'achat, qui a impacté et qui continue d'impacter le pouvoir d'achat des futurs acquéreurs. Et c'est le chiffre, je crois, du ministère du Travail, c'est 1/3 des salariés qui ont été au chômage partiel, peut-être même un peu plus, peut-être pas les derniers chiffres, mais la question c'est est-ce qu'on peut faire un crédit quand on est au chômage partiel ou quand on a été au chômage partiel et c'est un frein, est-ce que c'est un frein d'avoir été au chômage partiel ces derniers mois dans notre dossier d'acquisition? Alors, en effet, très bonne question, puisqu'il y a plus de 13 millions de Français qui ont été au chômage partiel ou qui le sont encore. Donc, évidemment, la question va se poser pour des gens qui ont un projet immobilier. Les banques, là-dessus, ne nous ont pas toutes répondu. Pour autant, la plupart nous disent que si quelqu'un a un projet immobilier, qu'il a été au chômage partiel, mais s'il est de nouveau employé à plein temps, hein, ce qui commence à être le cas quand même de la plupart de ceux qui l'ont été, s'il a une attestation de son employeur qu'il est bien de retour à temps plein, ce ne sera pas un frein et ce sera bien son salaire de base conforme à celui de l'année dernière ou des mois précédents le chômage qui sera pris en compte. Donc la bonne nouvelle, c'est que le chômage partiel ne va pas imputer la capacité d'emprunt des emprunteurs dès lors qu'on peut le justifier. En plus, le point positif quand même de ce confinement, c'est qu'on voit que les Français ont plus épargné, il y a eu moins de dépenses et du coup, on va avoir des Français qui peuvent avoir un apport un peu plus élevé. Et ça va vraiment être aussi un élément important puisque les banques demandent maintenant 10% d'apport pour financer les frais, plus 10% de la valeur du bien si possible, à moins vraiment d'être un jeune primo-accédant. Mais ce qui est certain, c'est que même si on a été au chômage partiel, du moment qu'on est en CDI dans un secteur qui n'est pas trop touché, il ne devrait pas y avoir de problème. On a juste une ou deux banques qui nous ont dit si le salarié est encore en chômage partiel, on ne prendra pas le dossier, mais c'est vraiment très minoritaire et c'est à nous, courtiers en crédit, de défendre le dossier de notre client et de montrer qu'il aura peut-être tout de même ses primes
qu'il y a aussi la question des primes qui va se poser et qu'il est bien de retour à 100%. Très clair. Julien, côté vendeur, qu'est-ce que vous conseillez sur la mise en vente? Vous conseillez d'attendre un peu, compte tenu des incertitudes et du marché, ou vous conseillez de vendre maintenant et de ne pas repousser son projet immobilier? Nous, sur les conseils de mise en vente, la question qu'on va systématiquement poser aux vendeurs et la question que doivent se poser les vendeurs, c'est pour quand doivent-ils vendre leurs biens? À partir du moment où ils savent pour quand ils doivent le vendre, et le deuxième facteur à connaître, c'est les délais moyens de vente sur un secteur donné. À partir de là, ils savent exactement à quel moment ils doivent le mettre à vendre. Mais aujourd'hui, en tout cas, si les vendeurs ont en tout cas une volonté d'avoir vendu dans 4, 5 ou 6 mois, c'est aujourd'hui qu'il faut mettre en vente. Donc, il n'y a pas de nécessité d'attendre quelque chose dont aujourd'hui on n'a aucune connaissance de toute façon. Donc, s'il y a des projets qui sont aujourd'hui des projets cohérents, il faut dès aujourd'hui mettre le bien à la vente. Puisqu'il y a de l'acheteur, il y a beaucoup d'acheteurs. Sandrine le précisait tout à l'heure, il y a aussi des conditions qui restent favorables au niveau bancaire. Donc, pour moi, tous les indicateurs sont au vert. Donc, il faut mettre à la vente dès aujourd'hui. Aucune raison, en tout cas tangible, pour attendre. Disons qu'on connaît en plus le marché d'aujourd'hui et on ne sait moins, et c'est encore plus compliqué de savoir ce qu'il sera demain. Donc effectivement, c'est peut-être en tout cas profiter des conditions favorables aujourd'hui, en tout cas sur les conditions de financement. Et il y a un peu ça, Thomas, pour compléter ce que vous dites, un phénomène quand même un phénomène d'acheteurs qui sont, je dirais, alors qui étaient déjà présents, il n'y a aucun souci, mais là qui sont vraiment sur les dents, on peut le dire, parce que il y a eu, nous on le voit au quotidien, les acheteurs sont très énervés même parce que il y a eu 2 mois de privation, ils n'ont pas pu visiter et il y a un afflux qui fait qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que quand il y a un bien sur le marché et qu'il y a un volume d'acheteurs beaucoup plus important, les acheteurs sont en concurrence, comme les vendeurs le sont, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tout intérêt à le mettre maintenant, puisque les acheteurs ont eu ces 2 mois à 2 mois et demi de perdu dans leur projet d'achat, qui fait qu'aujourd'hui, leur process de décision est encore plus rapide. Donc, doublement intérêt de le mettre à la vente aujourd'hui, pour compléter ce qu'on disait. Très bien. Sandrine, comment les acquéreurs peuvent-ils rassurer les vendeurs sur leur dossier, et notamment dans ce contexte avec cette idée où il y a des incertitudes sur l'économie et sur la solvabilité des acquéreurs? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est acquéreur pour assurer son vendeur ou voire même son agent immobilier? Je pense que Julien pourra témoigner. Et je crois que vous avez relancé quelque chose que vous appelez le passeport emprunteur chez vous, Financé. Si vous pouvez nous en dire un mot également. Oui, tout à fait. Je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de donner de la fluidité et de la confiance dans le marché. Vous le disiez tout à l'heure, Thomas, et je pense que Julien pourra confirmer. On a certaines zones qui sont très tendues, où on a parfois plus d'acheteurs que de biens à vendre, et on va avoir des acheteurs qui vont être en concurrence. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut rassurer le vendeur sur la possibilité d'obtenir son crédit. Je voudrais aussi rassurer ceux qui nous écoutent. Chez vous Financé, le taux de refus est que de 6,6%. Ça veut dire que près de 95% des dossiers que nous montons et que nous présentons aux banques sont acceptés et vont au bout. Donc, on est quand même loin d'une crise du crédit. Hein, je voulais quand même préciser ça. Mais il n'empêche que voilà, les banques sont plus exigeantes et qu'il faut montrer patte blanche, y compris à son vendeur, pour avoir plus de chances d'avoir son offre retenue. Du coup, pour rassurer le vendeur, eh bien, il faut lui dire qu'on a de l'apport et surtout qu'on a déjà anticipé le financement, qu'on a déjà fait son plan de financement, qu'on sait si on va pouvoir emprunter sur 20 ou 25 ans avec un taux d'endettement raisonnable et voire même qu'on a eu une première proposition de sa banque, tout en sachant que contrairement à l'offre pour un bien immobilier, la proposition de la banque n'est jamais la meilleure. Donc, et au moins, voilà, montrer qu'on a fait les démarches, qu'on s'est intéressé à son financement, ça va permettre de rassurer le vendeur. Alors, nous, ce qu'on a fait pour aller un petit peu au-delà, c'est qu'on a relancé ce qu'on appelle le passeport emprunteur. Donc, c'est un dispositif, un service gratuit qu'on avait mis en place en 2013, où le marché en avait besoin, où les gens, comme les taux commençaient à baisser, les gens ne savaient plus combien ils pouvaient emprunter. Là, c'est l'inverse, les taux ont un petit peu remonté, mais ce qu'on veut montrer à ceux qui veulent acheter, c'est leur donner une idée précise de combien ils pourront emprunter et surtout leur certifier cette capacité d'emprunt de façon à ce qu'ils puissent se dire mais oui, en fait, je peux emprunter. Même si j'ai été au chômage partiel, je peux emprunter. Même si j'ai que 10% d'apport, je peux emprunter. Donc voilà, on va leur donner aussi la confiance et leur permettre de voir leur crédit plus facilement accepté. Donc le passeport emprunteur, c'est un certificat de capacité d'emprunt
qu'on obtient auprès de son courtier et qui va donner un élément supplémentaire de réassurance pour le vendeur. Très bien. Pardon. Hop, excusez-moi, fausse manip. Julien, comment est-ce que on fait pour aborder les négociations qui sont toujours évidemment délicates, encore plus maintenant? Comment est-ce qu'on fait pour aborder les négociations dans ce contexte particulier, à la fois quand on est acheteur ou quand on est vendeur? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, il y a 2 points de vue. Déjà, le premier point de vue, c'est de se dire, est-ce qu'il y a nécessairement toujours négociation? Et on avait échangé sur ce thème-là déjà. Nous, on sait qu'aujourd'hui, on a 70% de nos transactions qui sont sans aucune négociation. Pour la seule et bonne raison que il y a un devoir de conseil qui est fait au départ avec une fixation de prix marché lors de l'analyse comparative de marché. Donc, en gros, l'estimation qu'on va faire du bien du vendeur. Et on en revient à tout à l'heure, ce qu'on expliquait, que si on travaille à prix marché, on va vendre très vite. Et donc, quand l'acheteur va de son côté essayer de négocier parce que on lui a expliqué, on lui a laissé entendre que tout se négociait, nous, on va avoir une démarche tout à fait transparente de dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune négociation sur ce bien, en tout cas à l'instant T, et que, comme Sandrine le précisait tout à l'heure, cet acheteur-là va être en concurrence avec d'autres acheteurs sur un marché où il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, négociation, pas spécifiquement. Après, on a tout entendu pendant cette période-là. J'ai eu des acheteurs qui m'ont dit, OK, c'est l'effondrement du marché, ceux qui vont devoir vendre, ils vont brader leur prix. Et à côté de ça, il y a les vendeurs qui nous ont dit, ben, les acheteurs vont être plus nombreux à la reprise. Donc, chacun a eu un petit peu sa théorie. Nous, on est en fait, on a un rôle de régulateur du marché. Donc, on entend ce que nous disent les acheteurs et ce que nous disent les vendeurs. Mais en tout cas, pas plus de négociations qu'il y en avait au départ. Et à partir du moment où on a fixé un prix qui est un prix cohérent, il n'y a aucune raison d'avoir la négociation, puisque quand on parle de négociation, on est beaucoup plus réellement sur un ressort psychologique que financier, parce qu'en fait, on peut partir d'un prix quel qu'il soit au départ. Et d'ailleurs, c'est la stratégie de certains vendeurs. On part plus haut pour arriver sur notre prix. Donc, à partir du moment où la négociation est cadrée, finalement, il n'y a pas nécessairement de négociation sur le prix de vente initial. D'où l'importance du prix de marché et d'évaluer correctement son bien dès le départ. Qu'est-ce que ça change, Sandrine, la situation par rapport au pré-relais? Et la question, je vous la pose à vous deux, et c'est Julien qui prendra le relais. Est-ce qu'il faut vendre avant d'acheter, ou inversement? C'est toujours la grande question quand on est vendeur et acheteur. Je commence par quoi? Et est-ce que le contexte a changé? Est-ce que cette crise a changé l'ordre du coup par lequel il faut prendre les choses? Sandrine. Alors, oui, concernant le crédit relais, donc il n'y a pas de modification. Les banques acceptent toujours de faire des crédits relais. Pour l'instant, on n'a pas d'effondrement des prix. On a un marché qui reste dynamique. Donc ça, ce sont des éléments rassurants pour les banques. On va quand même avoir 2 petits soucis concernant le crédit relais. C'est tout d'abord l'endettement, puisque souvent, on a encore un crédit en cours et on va commencer à rembourser un nouveau crédit pendant une période qui peut durer 1 an, mais comme on reste dans un marché dynamique avec des délais de vente qui sont courts, dans une période, disons, qui peut durer 2, 3, 4 mois vraiment s'il y a des travaux. Donc, c'est cette période-là qui va pouvoir être compliquée à gérer pour les emprunteurs qui peuvent se retrouver avec un endettement à 40% et du coup, voir leur crédit refusé. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, depuis 3-4 ans, les banques ont lancé des nouvelles formules de crédit relais où il y a un rachat du capital restant dû. Donc, c'est pour tous ceux qui ont un crédit en cours, on va racheter le crédit qui reste sur l'ancienne maison, qui est souvent, il va rester par exemple 10 ans, et on va le remettre dans un prêt de long terme sur 20 ans avec la nouvelle ligne de crédit. Du coup, ça diminue vraiment la mensualité et ça permet de baisser le taux d'endettement. Donc, on a une solution plus durable qui laisse plus de temps pour vendre. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de frein à faire un crédit relais. Les délais de vente sont relativement courts. Le marché reste dynamique. Et en plus, quand la banque accorde un crédit relais, elle prend 70% de la valeur du bien à vendre, donc ce qui laisse de la marge. On ne va pas avoir de mauvaises surprises au moment de la revente, et ce, même si le marché venait à s'assagir un peu. Donc, aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de frein. Et si on a un coup de cœur, on peut d'abord acheter un bien avant de vendre le sien. Mais Julien, je vais le laisser bien sûr compléter. Et ça peut même être un atout puisqu'on va avoir à donner un bien à vendre à l'agent immobilier, ce qui devient parfois une denrée rare. Donc, on va peut-être pouvoir même mieux se positionner sur une offre. Vous donnez les arguments que Julien, je pense, entend tout le temps. C'est ça, Julien? Ouais, alors, effectivement, il y a 2 choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre, si on en revient sur un marché tendu,
un vendeur, quand il aura le choix entre deux acheteurs, à la limite, il va prioriser, hiérarchiser les typologies d'acheteurs. Le premier, c'est alors, est-ce qu'il paye cash? OK. Le second, on va dire, il a une attestation d'un courtier sur sa solvabilité financière. Et c'est vrai que dans le cadre d'un vendeur, à partir du moment où il est sur un acheteur qui a lui-même son bien à la vente, ça peut leur faire peur parce qu'ils disent finalement, je fais que déplacer mon projet sur quelqu'un d'autre. Donc il y a une part d'incertitude qui fait que c'est difficile de s'engager. Après nous, bien sûr, comme le disait Sandrine, à partir du moment où on gère le process de A à Z, c'est-à-dire que on va avoir clairement une exclusivité sur la vente du bien de l'acheteur en question, avec une fixation de prix qui fait que, connaissant le marché, les délais de vente, ce sera réglé dans la dizaine de jours, voire la quinzaine, ça peut se jouer. Mais c'est vrai que nous-mêmes, en tant que professionnels de l'immobilier, on va être très craintif sur ces ventes en cascade quand on ne maîtrise pas le processus de A à Z, parce qu'en fait, on fait rentrer dans le projet de notre vendeur initial une part d'incertitude qui peut être risquée en fonction du prix ou même du dossier, parce qu'il nous arrive aussi de trouver des acheteurs, et notamment des acheteurs qui ont eux-mêmes, vendeurs pardon, qui ont eux-mêmes vendu de particulier à particulier, où il y a un refus de crédit derrière, et là, on se retrouve très très mal, parce que notre crédibilité va être remise en cause par le vendeur, et à juste titre. Donc c'est vrai que si on maîtrise le process, il n'y a aucun souci pour le faire, mais on se doit de rassurer le vendeur, et pour pouvoir le rassurer clairement et de façon tout à fait honnête et transparente, on doit tout maîtriser. C'est vrai que quand on ne maîtrise pas, on va dire, le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire l'acheteur qui lui-même est vendeur, ça peut être risqué pour nous, notamment quand c'est un bien qui est dans une autre région, où on n'a aucune maîtrise du marché, des interlocuteurs, et cette part d'incertitude, elle peut nous faire peur, et elle fait peur aussi je dirais, au vendeur qui lui-même a mis son bien en vente sur le marché, qui a trouvé un acheteur qui lui-même est vendeur. Ok, je vais avancer parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et pour aborder la dernière question, qui est une question qu'on lit tout le temps, c'est un peu la question à la mode en ce moment dans les dossiers de presse immobiliers. Comment est-ce que vont évoluer les marchés en dehors des grandes villes de France? Julien, est-ce que vous vous faites déjà envahir par de nombreux Parisiens qui veulent acheter des maisons dans votre belle région? Est-ce que vous voyez déjà ça? Disons qu'aujourd'hui, nous, on sait que notamment sur notre département, sur le Gard, on a 80% des acheteurs qui sont déjà des habitants du Gard. Donc, en fait, cette question-là, elle revient systématiquement. Là, en 2019, on a eu la gare LGV, donc à proximité dans l'un des villages sur Manduel, où j'ai une agence immobilière. Et effectivement, 5 années précédentes, tous les habitants de cette zone-là nous ont dit, les Parisiens vont arriver, donc on va surestimer les prix. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de Parisiens qu'il y en avait hier, et que, alors comment ça va évoluer? Je ne peux pas dire comment ça a évolué, mais en tout cas, il n'y aura pas de changement prononcé. Effectivement, tout le monde rêve d'avoir cette résidence secondaire. Maintenant, quid de la capacité financière d'avoir cette résidence secondaire? Et entre le rêve et le passage à l'acte, parce qu'une résidence secondaire, c'est malgré tout une taxe foncière, de l'entretien et donc une charge financière. Et on va toujours prioriser sa résidence principale. Donc, nous, si les Parisiens veulent venir sur Bouillard, sur Manduel, on les accueille à bras ouverts, il n'y a aucun souci. Maintenant, est-ce qu'ils vont venir en masse? J'y crois franchement pas trop non plus. Ok, ben on retient votre appel avec grand plaisir. On arrive à la conclusion. Déjà, merci de nous avoir suivis jusque-là. Vous l'aurez compris, le marché de l'immobilier aujourd'hui est loin de s'être effondré. Au contraire, il affiche un certain dynamisme, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le moment. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes qui portent sur les fondamentaux. Malheureusement, il y a encore de nombreux nuages qu'on n'arrive pas à éliminer dès maintenant. Il va falloir attendre un peu pour vraiment parler de reprise plus durable. Et il est certain que si l'économie vacille, que si les banques ferment le robinet du crédit, il est certain que le marché de l'immobilier ne s'en sortira pas indemne et que à la fois la demande, à la fois les prix baisseront. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, mais il y a encore de nombreuses incertitudes qu'il faut lever avant de parler de reprise vraiment plus durable. Et évidemment, dans ce contexte, il reste important de se faire accompagner par des bons professionnels, à la fois sur le terrain comme Julien et ses équipes, mais aussi par des bons courtiers qui pourront vous aider dans le monde,
pour monter vos dossiers de financement de prêt, des courtiers avec lesquels Sandrine travaille évidemment au quotidien, et aussi des choses peut-être. Julien, Sandrine, vous voulez peut-être ajouter des choses pour conclure? Alors moi, oui, je pense qu'il faut quand même garder un certain optimisme et profiter de l'éclaircie qu'on connaît actuellement. Je le redis, voilà, les banques ont la volonté de prêter. Forcément, en France, on a le système de crédit le plus sûr d'Europe avec le taux de défaut, donc le taux de crédit non remboursé qui est le plus faible d'Europe à moins de 1%. Donc, les banques veulent garder ces bonnes notes, si je puis dire, et ces bons résultats, et c'est ce qui leur permettront de prêter encore dans les années à venir. Donc, on veut évidemment que notre système bancaire soit pérenne. Les banques ont besoin de dégager aussi une certaine rentabilité, mais je pense que là, aujourd'hui, elles jouent le jeu dans la mesure du possible. Nous, ce qu'on demande en tant que courtier, c'est l'assouplissement des critères d'octroi avec plus de souplesse sur les 33% d'endettement qui pénalisent aujourd'hui les investisseurs. Je pense qu'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui. Or, aujourd'hui, la moitié du parc locatif en France est le fait d'investisseurs privés. Si on n'a plus d'investisseurs privés, ça va renforcer le coût de l'offre locative parce qu'elle sera moins élevée. Donc voilà, nous aujourd'hui, on milite pour qu'il y ait un assouplissement temporaire et aussi une hausse du taux d'usure pour redonner vraiment tous les éléments boosters au marché pour que ce marché puisse redémarrer de façon durable dans les prochains mois. Donc on attend de voir, mais on y travaille puisqu'on sait à quel point c'est important pour les Français d'acheter, de devenir propriétaire et d'avoir ce sentiment de sécurité, d'avoir un toit qui nous plaît au-dessus de la tête. Merci beaucoup, Sandrine. Julien, un petit mot pour conclure. Ouais, toujours une notion optimiste aussi. Voilà, je pense que vraiment on en revient à ce qu'on disait au départ, une pause de 2 mois et demi, un marché qui repart. Aucune raison aujourd'hui, en tout cas, pour faire qui font que le marché pourrait se retourner. Donc, soyons optimistes. Et nous, notre rôle vraiment en tant qu'agent immobilier sur toute la France, ça va être d'être régulateur, de continuer à vraiment donner ce vrai prix que recherchent les vendeurs. Pas un prix pour leur faire plaisir, pas un prix je dirais pour dépouiller leur capital, mais vraiment ce rôle de régulateur. Et si tous les conseillers immobiliers, agents immobiliers font le boulot sur le terrain de rassurer, de ne pas prédire un petit peu n'importe quoi, je pense que voilà, c'est un épisode qui sera derrière nous d'ici quelques temps et que voilà, tout le monde pourra repartir sur une activité sereine à tous les niveaux. Eh bien, merci beaucoup, Julien. Et donc, pour la note d'optimiste, évidemment, c'est un bon moment pour avoir un projet immobilier. C'est intéressant, d'un point de vue de conditions, si on est solvable. Il faut évidemment pas hésiter à y aller. Chez Meilleurs Agents, une équipe de 300 personnes est à votre entière disposition pour vous aider à avancer sur votre projet de vente et vous mettre en relation avec les bonnes personnes sur le terrain qui pourront vous aider. Vous pouvez joindre nos conseillers tous les jours à ce numéro qui s'affiche 01 76 45 47 23. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de notre analyse sur notre blog, sur notre site internet Wikimo, où vous pouvez retrouver l'ensemble de ces indicateurs que nous avons présentés. C'est la fin de ce webinaire. En quittant la fenêtre du webinaire, il va y avoir une petite fenêtre permettant de vous rediriger vers un questionnaire de satisfaction. Nous serions vraiment ravis si vous pouviez le remplir, ce qui permettra de nous améliorer pour le prochain, qu'on animera, je ne sais pas trop quand, mais toujours avec l'objectif de vous donner des éléments objectifs quant à l'évolution du marché de l'immobilier. Sandrine, Julien, au nom de l'équipe Meilleurs Agents, je vous remercie. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à animer ce webinaire et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci beaucoup, Thomas. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.